Bonjour, monsieur Alexis Sindouhidje. Bonjour Émile et merci de votre invitation. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de l'agence de presse Le Mandat. Vous êtes le président du mouvement pour la solidarité et la démocratie, le MSD. Et notre première question, depuis plusieurs années, de nombreuses organisations, tant nationales qu'internationales, alerte sur de graves violations des droits humains au Burundi. La situation actuelle des droits de l'homme dans le pays, est-ce que ça vous préoccupe? On va dire que la situation des droits humains est très catastrophique au Burundi. Il y a eu des tonnes de morts, je crois que tout le monde le sait, même s'il y a une certaine tendance de l'oublier. Et aujourd'hui, ça continue, les enlèvements, les disparitions. Et les familles n'ont même pas le droit de faire le deuil. Et il y a toujours dans les geôles du pays, dans les prisons du pays, 12 000 prisonniers. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a des prisonniers politiques, je veux dire, il y a des prisonniers qui ont été jugés injustement et qui ont purgé des peines, et souvent des peines de plusieurs années. Nous avons des gens dans notre parti, le MSD, des jeunes qui ont purgé des peines souvent de 5 ans, de 7 ans, de 8 ans, de 10 ans, et qui restent toujours en prison alors qu'ils ont déjà purgé la peine, alors qu'on a déjà écrit le mandat d'élargissement pour qu'ils rentrent, et la sûreté, la documentation nationale les garde toujours en prison. Ça, c'est triste. Moi, je dis toujours que c'est de la barbarie. C'est comparable à la barbarie. Voilà. Et vous le savez très bien, nous avons beaucoup de réfugiés. Le Burundi n'avait jamais eu autant de réfugiés. Dans les pays de la région, ceux qui sont inscrits, ils atteignent plus de 400 000. Il y en a qui ne sont pas inscrits, qui fuient au jour et qui ne sont même pas inscrits au HCR. Et si on essaie de prendre les estimations, ils atteignent un demi-million. Et donc la situation est complètement catastrophique. Le pays est le pays le plus pauvre maintenant. Il y a de plus en plus de maladies, de plus en plus la famine tue. Donc c'est un pays complètement perdu et dont la population, les Burundais, sont aujourd'hui sans espoir et déprimés. Vous venez de parler là de l'afflux des réfugiés burundais dans les pays voisins, dans les pays de la sous-région depuis 2015. Est-ce que vous estimez que la crise burundaise est en train de s'exporter dans la sous-région et c'est déjà d'ailleurs le cas à l'est de la République démocratique du Congo? Tout part de la violation des accords. En fait, euh, au Burundi, en 2015, l'accord d'Arusha a été violé. Et il y a eu des situations d'incertitude, il y a eu euh, l'insécurité, le pouvoir a commencé à réprimer sa propre population. Et, euh, et à partir de ce moment que le président Nkurunziza, à l'époque, je ne vous répète pas l'histoire, il décide de prendre le troisième mandat qui était interdit, il a violé la Constitution, il a détruit complètement l'accord d'Arusha. À partir de ce moment, le Congo devenait, le Kivu devenait perturbé, surtout dans sa partie du sud, le sud Kivu. Le sud Kivu devenait aussi perturbé. Donc la violation de l'accord d'Arusha a banalisé, en quelque sorte, l'accord de Lusaka. Et cette manie de violer les accords crée des situations d'incertitude
Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les conséquences qu'on voit aujourd'hui qui sont encore plus catastrophiques vers la partie nord du Kivu sont évidemment la conséquence de ce qui s'est passé au Burundi, la destruction de l'accord d'Arusha qui a engendré immédiatement la mort certaine de l'accord de Lusaka. L'accord d'Arusha a permis à arrêter un conflit qui a débuté dès 1993 avec la mort du président Melchior Ndadaye. Et ce conflit s'étendait, venait se greffer sur un autre conflit qui avait déjà commencé en 1990 dans dans l'autre pays voisin du Burundi vers sa partie nord, le Rwanda. Il y avait la guerre entre le Front patriotique qui réclamait le retour des réfugiés dans leur pays et le gouvernement de l'époque de Aviarimana Juvenal. Et donc tout ce qui s'est passé, ça veut dire la guerre la mort de Ndadaye qui provoque aussi une guerre au Burundi, qui s'ajoute à la guerre qui se trouvait déjà au Rwanda. Et vers 1994, une année après, il y a le génocide au Rwanda. Et cette guerre se déplace maintenant vers le Congo. Donc, il y a eu l'embrasement régional à partir du problème du Burundi. Donc, pour trouver des solutions, il a fallu arriver à avoir deux processus. Je vous résume un peu, hein, parce qu'il y a eu des guerres, il y a eu le Congo, il y a eu le départ de Mobutu, après il y a eu, je vous résume tout ça, mais il a fallu résoudre le problème du Burundi parallèlement au problème du Congo, surtout dans sa partie orientale. Et il y a eu deux processus. Il y avait le processus d'Arusha, qui devait résoudre le problème du Burundi, et le processus de Lusaka, qui devrait résoudre le problème du Congo. Et les deux processus évoluaient en parallèle, et les négociateurs s'accordaient à chaque fois. Et d'ailleurs, plusieurs protocoles, que ce soit l'accord de Lusaka ou l'accord d'Arusha, se sont aussi signés en Afrique du Sud et également à Dar es Salaam. Donc ces deux accords sont comme des jumeaux. Et vous le savez très bien, quand un jumeau ne va pas bien, l'autre aussi, il ne va pas bien. Et donc la destruction de l'accord d'Arusha a engendré automatiquement la mort certaine de l'accord de Lusaka. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous en voyons les conséquences qui sont ce conflit à haute intensité vers le nord Kivu. Et quand vous parlez du Nord Kivu, on pense à ces accords signés dans la sous-région, ces rencontres entre les différentes autorités de la sous-région. Je pense surtout à l'accord de Nairobi. Pensez-vous que cet accord, par exemple, ça permettra de résoudre la crise actuelle à l'est de la République démocratique du Congo et dans la région en général? Les solutions qui ont été proposées au Kenya proposaient la voie politique. Le conflit a été diagnostiqué comme un problème politique et qu'il fallait résoudre les problèmes politiques de la sous-région dans sa globalité. Et donc, cela signifie qu'il faut à la fois résoudre le problème du Burundi politique, les problèmes politiques du Burundi et les problèmes politiques dans les pays voisins concernés. Mais moi, j'ai l'impression, ça c'est mon avis, hein, j'ai l'impression que cette approche kenyane est un peu minimisée et aussi
Et aussi, c'est toujours le point de vue de tous mes collègues du parti MSD, c'est que la solution du problème de la région devrait se faire là où il a commencé. Le problème de la région aujourd'hui a commencé en 2015 au Burundi. Il doit se résoudre d'abord au Burundi par des négociations directes de tous les acteurs politiques avec le gouvernement actuel pour trouver des solutions qui sont des solutions connues. Parce que c'est un problème, il y a l'accord d'Arusha qu'il faut réhabiliter et il y a tout ce qui suit, les négociations pour mettre en place un système démocratique qui fonctionne. Voilà, c'est ce qu'il faut résoudre pour enfin arriver à sécuriser d'abord le Sud Kivu, même si c'est basse intensité, qui va aussi engendrer des solutions au Nord Kivu. Et donc pour vous, c'est le Burundi d'abord. Quelles sont justement les solutions préconisées au niveau du MSD pour mettre un terme à cette crise actuelle au Burundi? Oui, déjà maintenant, nous sommes dans une résistance. La résistance, le processus de la résistance a été lancé et il ne va pas s'arrêter. Et je suis très sûr, il va pas s'arrêter. Le processus est là, il va continuer. Alors, dans ce processus de résistance, nous sommes des Burundais. Il y en a qui ont choisi de prendre les armes pour se faire entendre. Et c'est une décision courageuse, selon eux. Il y en a d'autres, dont je fais partie, le MSD et les autres partis politiques, et aussi beaucoup de membres de la société civile indépendante, tous sont dans cette résistance. Et c'est une résistance qui voudrait pousser ou ramener le gouvernement actuel autour d'une table de négociation pour discuter, négocier un système démocratique acceptable et juste. Voilà. Maintenant, il y a après la gestion. Si le MSD arrivait au pouvoir, le MSD voudrait faire la politique différemment. Il y a d'abord la réhabilitation de l'accord d'Arusha. Nous pensons que Arusha, c'est le début déjà. C'est déjà, en fait, la bonne foi politique. Si on veut changer le Burundi, il faut d'abord s'inspirer de l'accord d'Arusha. Il y a quand même assurer la sécurité. La sécurité, si on met la démocratie, voilà, s'il y a une démocratie saine, les problèmes de sécurité vont se résoudre. En tout cas, les problèmes de sécurité liés à ce cancer que j'appelle les divisions identitaires ethniques, tout ça, nous devons les éradiquer en prenant des mesures qui enracinent, qui construisent une démocratie saine. L'indépendance de la magistrature, et il y a aussi des problèmes des crimes du passé. Nous devons rétablir la vérité sur tous ces crimes. Il faut que les gens sachent ce qui s'est passé durant tous ces problèmes sombres de l'histoire du Burundi. Et aussi, il y a la corruption. Et la corruption, j'en parle assez souvent avec le secrétaire général du parti, qui m'a fait comprendre qu'il y a la corruption ordinaire que nous connaissons, mais il y a aussi la corruption de l'esprit. Et c'est la corruption de l'esprit qui détruit, en fait, qui détruit un État. C'est quand
l'esprit d'une population est corrompu, en fait, la corruption devient systémique. Elle devient un virus qui peut même détruire l'État. Voilà. Il faut aussi un développement économique. Le développement économique, il est très important que les Burundais vivent mieux. Nos enfants doivent manger 3 fois par jour, comme tous les enfants du monde. Voilà. Et avoir une bonne éducation. Et si on parle d'une bonne éducation, ce n'est pas seulement l'éducation scolaire, c'est aussi l'éducation civique qui construit un homme qui a des valeurs d'Ubuntu. Voilà, c'est comme ça que nous pensons que le Burundi peut s'en sortir et devenir demain un pays émergent et peut-être aussi un pays développé. Et c'est certain. Mais vous semblez déterminé et surtout, c'est comme si vous croyez à un avenir meilleur pour le peuple burundais. Sur quoi se fonde votre espoir? Écoutez, nous sommes un grand peuple. Nous sommes un grand peuple. Les Burundais, le Burundi, c'est pas un pays qui a été créé par la colonisation. Nous avons existé avant. Nous avons existé avant l'arrivée des Allemands. Et avant l'arrivée des Allemands, le Burundi et le Rwanda d'ailleurs étaient des puissances régionales. Donc, nous ne sommes pas une petite nation. Nous sommes peut-être aujourd'hui un minuscule État, mais nous ne sommes pas un peuple minuscule. Nous sommes peut-être aujourd'hui le pays pauvre du monde, mais nous ne pouvons pas être condamnés à la pauvreté à perpétuité. Nous avons le ressort de nous en sortir. Nous avons eu des difficultés, nous les avons traversées. Nous avons combattu l'esclavage et nous l'avons vaincu. Ça, les gens ont tendance de l'oublier. Les Allemands ne nous ont pas servi le premier jour comme ils ont fait un peu partout. Ils ne se sont pas déplacés en promenade de santé chez nous. Il y a eu une résistance farouche de plus de 5 ans. Et donc, nous ne sommes pas un peuple qui a été toujours dans la facilité. Nous avons connu des problèmes et nous les avons affrontés. Et nous avons toujours gagné. Nous avons combattu le colonialisme et nous avons gagné. Voilà, nous avons aujourd'hui peut-être des difficultés, nous pouvons en sortir. Nous avons des capacités d'en sortir. Et donc moi j'y crois, parce que je crois aux valeurs qui ont fondé notre pays. Et je sais que tous ensemble, on peut le faire et on peut y arriver. Et une autre question, monsieur Alexis Nduhije, c'est probablement la dernière. Vous avez beaucoup évoqué l'accord d'Arusha, cet accord qui était, je dirais, un successful story de la diplomatie africaine, avec bien sûr le soutien de la communauté internationale. Vous le savez sans doute, c'était au départ Julius Nyerere et Nelson Mandela pour finaliser, mais cet accord a été violé par le CNDD, FDD, l'East African Community, l'Union africaine, l'Union européenne, même les Nations Unies ont protesté. Et elles ont même fait des propositions des propositions de sortie de crise. Mais le régime du CNDD-FDD les a rejetées. Et puis, ce fut le silence. Comment interprétez-vous cette situation? C'est la constance on va dire, de l'humanité. Ça a toujours été comme ça. C'est tragique, mais c'est comme ça. Souvent, dans le monde, depuis longtemps d'ailleurs, depuis Thucydide, la communauté internationale, le monde peut jouer un rôle dans les relations
que ce soit avec d'autres pays ou dans l'ensemble comme la communauté internationale, les grandes organisations comme l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, etc. et l'EAC. Tout cet ensemble de la communauté internationale, elle peut jouer un rôle. Et là, ça part. Mais son rôle a toujours des limites. Et les limites du rôle de la communauté internationale lancent le début de la responsabilité du peuple concerné. Et ce qui nous concerne dans ce cas, c'est les Burundais. Les Burundais devaient se battre pour eux-mêmes. La communauté internationale peut s'indigner de la tyrannie des Burundais. Elle peut s'indigner de l'injustice que subissent les Burundais. Mais elle ne pourra jamais se battre à la place des Burundais. Comme elle a pu s'indigner d'ailleurs de l'apartheid, à retardement, avec un peu de retard, mais elle a pu s'indigner. Mais elle n'a jamais décidé de se battre à la place des Noirs sud-africains ou de tous les Sud-Africains. Donc, la responsabilité revenait aux Sud-Africains eux-mêmes de se défaire de ce monstre qu'est l'apartheid. Pour notre cas, personne ne pourra se battre à notre place. Nous avons pris nos responsabilités, je l'ai bien dit. Il y a la société civile, il y a les partis politiques, il y a même des mouvements, des jeunes qui ont pris la responsabilité de prendre les armes. Tous ensemble, c'est la résistance. Et cette résistance-là, c'est la responsabilité du peuple burundais parce qu'il a réalisé que la communauté internationale avait des limites. Merci encore une fois, Monsieur Alexis Sinduhije. Merci pour nous avoir accordé votre temps. Je rappelle que vous êtes le président du parti MSD, le Mouvement pour la solidarité et la démocratie.